Merci beaucoup d'être venu. Est-ce que vous pouvez chacune présenter qui vous êtes, vous présenter, et puis présenter votre association? Alors moi je suis Charlotte Uznansky, je suis étudiante en Master 2 droit de l'environnement et je suis co-responsable de l'antenne environnement de SONU. Et moi je suis Lauriane Pondin, je suis en Master 1 de géographie spécialisée en environnement. Et je suis juste membre active de l'antenne environnement de SONU. En fait, SONU, c'est divisé en pôles et antennes. Pôles qui sont plus tournés vers la professionnalisation et les antennes avec des thématiques précises qui relatent les thématiques de l'ONU. Donc, parmi les antennes, il y a l'antenne environnement et on a plusieurs actions, notamment des conférences, des actions aussi sur le terrain, comme la vente de paniers Sosobio. Qu'est-ce que c'est le quotidien dans cette association pour chacune de vous? Globalement, comme c'est une association, on donne le temps qu'on peut. Mais quand on a chacun proposé un projet en fonction de ses envies, de ses attraits, et s'il y a suffisamment de personnes qui sont mobilisées et qui sont intéressées par ce projet-là, on se répartit en groupes de travail. Et donc dans ces groupes de travail, on travaille sur la thématique en question. Mais après, au-delà de ça, il y a aussi toute une vie, on va dire, humaine, dans le sens où il y a des activités, des apéros, plein de choses à côté, au-delà de simplement un groupe de travail. Qu'est-ce qui, individuellement, vous a donné envie de vous engager dans cette association-là? Alors, moi, j'aimerais travailler au niveau international sur les thématiques environnementales. Donc, SONU, ça a regroupé ces deux enjeux. Donc, c'est naturellement, je me suis tournée vers SONU. De mon côté, je voulais une association dans l'environnement dans laquelle je pourrais m'impliquer. Et SONU, ce qui était intéressant, c'est le fait qu'au-delà de l'aspect environnemental, du fait qu'il y avait d'autres antennes qui s'intéressent à d'autres thématiques comme le droit des enfants, le droit des femmes, tout ça, ça permettait de faire un lien, un pont, de manière à travailler aussi un peu en intersectionnalité, parce que l'environnement, c'est pas quelque chose qui est isolé, on va dire. Et donc c'était cet aspect-là qui m'a beaucoup plu, en plus des valeurs onusiennes. C'est un peu la question de la convergence des luttes aussi que tu évoques voilà, comme ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Comment est-ce que ça se concrétise, du coup, vous, dans vos actions? Est-ce que vous avez beaucoup d'échanges avec les autres antennes? Est-ce que vous travaillez en commun sur des projets, des thématiques? Alors moi, en tant que co-responsable, je suis constamment en lien avec les autres antennes. Et c'est vrai que cette année, on a beaucoup proposé de projets avec l'antenne des droits de l'homme, parce qu'on s'entend bien avec les membres, mais également parce que les thématiques des droits de l'homme et de l'environnement se rejoignent énormément. Et en tant qu'on réactive, étant donné qu'on choisit les projets sur lesquels on se met, oui, moi du coup j'ai choisi des projets aussi en collaboration. Donc oui, on le ressent probablement moins que les responsables, parce qu'ils sont plus en lien direct avec directement les autres membres et les autres responsables des antennes. Mais oui, quand même, on le ressent dans l'orientation qu'on prend vers tel ou tel projet. Est-ce que vous avez eu un moment dans votre vie de déclic écologique, ou alors est-ce qu'il y avait une prise de conscience un peu tout au long de votre vie des enjeux écologiques? Personnellement, moi, ça a été un documentaire qui s'appelle A Plastic Ocean, que j'ai regardé et que j'ai trouvé hyper intéressant, hyper bien fait et hyper... voilà, ça a été le déclic pour moi. Moi aussi, ça a été un déclic, mais par un film particulier, qui est Les Dents de la Mer. Donc, quand j'étais au collège, avec ma mère, on a regardé Les Dents de la Mer et j'ai vraiment eu un déclic suite à ce film, parce qu'en fait, l'environnement marin, donc en l'occurrence les requins, sont présentés comme les méchants, les tueurs d'humains, alors qu'en réalité, c'est pas du tout ça. Donc, je me suis vraiment plus intéressée aux requins, ce qui m'a ouvert après au monde marin et ensuite à l'environnement, et c'est pour ça que j'ai voulu faire de l'environnement. Et aujourd'hui encore, est-ce qu'il y a des films, des personnalités qui continuent d'alimenter en fait cette prise de conscience, de l'approfondir? Oui, en personnalité, moi je dirais qu'il y a deux personnalités que j'aime beaucoup écouter là-dessus. C'est Camille Etienne, qui est une activiste pour le climat. C'est Graines de Possible sur Instagram, elle parle de plein de choses différentes. Après, il y a Aurélien Barraud aussi, qui est un professeur en astrophysique, en philosophie, et qui parle énormément d'environnement, bon, pas d'une manière très positive ou très optimiste, mais son approche est très intéressante. Et après, oui, en film, il y en a un avec Pierre Ninet et Guillaume, j'ai oublié le nom, Gilles Lelouch. Goliath. C'est Goliath. Ouais, qui parle juste, c'est en droit de l'environnement et qui est très intéressant et qui, je trouve, va bien dans cette lignée de sensibilisation. Moi, j'ai pas forcément des personnalités ou des films qui me donnent encore plus envie de faire de l'environnement. C'est plus les actions de la société en général, ou même les personnes que je rencontre qui me donnent encore plus la conviction de travailler dans l'environnement.
Autre question, on parle souvent soit d'un côté du désengagement de la jeunesse dans la politique et de l'autre de l'engagement de la jeunesse sur la question écologique. Moi, j'ai toujours eu l'impression qu'il y a une espèce de contradiction dans ce que disent les gens là-dedans. Est-ce que vous ressentez l'engagement de la jeunesse sur les enjeux écologiques? Et si oui, qu'est-ce que ça vous inspire, cette prise de parole, cette prise de possession par les jeunes des enjeux écologiques? Moi, je la ressens énormément, l'engagement des jeunes vers l'environnement. Je trouve qu'il y a vraiment une différence entre la politique, à proprement parler, et l'environnement. Parce que l'environnement, peu importe le parti politique, il faut s'en occuper, il faut s'en préoccuper. Et après, l'engagement de cette jeunesse, ça inspire forcément de l'espoir, parce que c'est les générations futures, les générations qui vont probablement gouverner, et donc il y a forcément de l'espoir. Moi, je dirais que l'engagement de la jeunesse, quand même, il est plus fort. Il est plus fort que ce qu'il a pu être, dans le sens où on a plus d'engagement par rapport sur le terrain, directement avec les grèves pour le climat qu'il y a eu ces dernières années, ou simplement dans le changement de mentalité, où même si les personnes ne sont pas impliquées sur le terrain, il y a une conscience qui est là et qui est plus forte. On sait plus l'impact de notre consommation, on se rend mieux compte de nos actions, tout simplement, des impacts qu'il y a sur l'environnement, et donc forcément ça va influencer sur notre manière de consommer, notre manière aussi de s'engager si on le peut. Donc moi je dirais que c'est surtout un changement et un engagement dans les mentalités. Pour rebondir là-dessus, est-ce que vous avez ressenti au sein des activités de votre association des réticences vis-à-vis des questions environnementales, des espèces d'obstacles, que ce soit de la part de jeunes personnes ou au contraire de personnes d'autres générations? Au sein de l'antenne, non. Mais après, on est tous réunis autour de ce thème-là, donc voilà. Au sein de l'association, je ne saurais pas vraiment répondre, parce que de manière générale, les projets qu'on construit avec les autres antennes, on le fait parce qu'elles ont on a une sensibilité commune à ces enjeux. Donc je dirais pas forcément dans notre association. Après, ça va dépendre du public et du type d'action qu'on mène. Et forcément, en fonction du public qu'on attire, si c'est un public qui n'est pas sensibilisé, il peut y avoir des réticences. Mais souvent, c'est quand même des personnes qui ont déjà une sensibilité et qui viennent parce qu'elles sont intéressées pour approfondir le sujet. Donc je dirais que personnellement, dans SONU, je ne l'ai pas ressenti. Pareil, dans SONU, je ne l'ai pas ressenti, mais par exemple, on fait des papiers cadeaux chaque année pour récolter des fonds. Et pendant ces papiers cadeaux, on rencontre forcément des gens de l'extérieur qui nous demandent ce que c'est SONU. Et donc je suis tombée face à une personne qui m'a demandé ce que c'était SONU, et j'ai présenté notamment l'antenne environnement. Et cette personne m'a tout de suite dit « Ah, mais l'environnement, on s'en fout de toute façon, c'est pas pour nous, on s'en fout. » Je lui ai dit « Mais c'est pour nos enfants, les générations futures. » Et il a dit « De toute façon, moi je serai mort, donc il n'y a pas de souci. » Donc ça, on se confronte vraiment à ça, je trouve, quand on est engagé dans l'environnement, face à des réticences, surtout des adultes, voire des personnes plus âgées, parce que c'est eux qui ont causé ça, et pourtant ils n'ont aucune prise de conscience, et c'est nous qui en subissons encore les conséquences. Et comment on fait pour réagir par rapport à ces moments-là? C'est quoi selon vous la réaction idéale à avoir quand on reçoit ce genre de retour de la part de personnes d'autres générations? Je sais pas, je dirais que la réaction idéale, je sais pas si on peut dire qu'il y a une réaction idéale, ça va dépendre de notre... En fait, ça va être très propre à chacun, je dirais, parce qu'il y a des personnes qui vont être même... Ça dépend du niveau de fatigue aussi. Parce que si on est la journée à devoir avoir ce genre de commentaires, à la fin, je pense qu'on est fatigué et qu'on n'a plus vraiment envie de discuter. Je dirais qu'il faut faire attention aussi à la manière dont on se ressent dans ces moments-là, pour savoir si on est apte à réagir et à pouvoir parler, ou si juste il ne faut pas insister, parce que le militantisme et l'engagement, il faut aussi faire attention à pas que ça devienne trop prenant au niveau émotionnel ou au niveau psychologique. Et donc je dirais qu'il y a vraiment une balance à avoir par rapport à ça. Et donc la réaction à l'idéal, je dirais que c'est de réussir à faire cette balance-là, juste. Donc, ouais. Puis je pense que c'est important de aussi comprendre à qui on a affaire, avec qui on parle. Si c'est une personne qui est un peu butée et que ça sert à rien de m'en parler, moi je sais que je vais dire d'accord, vous avez raison, chacun ses opinions, on peut en rester là. Mais si c'est une personne avec qui on peut avoir un débat, une discussion, là je vais continuer et on va essayer d'avoir un débat. C'est ça qui est intéressant aussi. Ça dépend du profil. Ouais. Il y a une idée un peu phare du côté du festival Atmosphère, qui est celle selon laquelle il y a des grands récits qui dominent notre société, et qu'il s'agit, avec un nouveau récit écologique, de venir concurrencer, de venir remettre en question. Est-ce que vous souscrivez à cette idée, qui au fond revient à l'idée, une deuxième en fait, qui est que c'est par le changement culturel, le changement des mentalités, qu'on
qu'on forcera un changement politique qui tarde à se faire sur la question écologique. Est-ce que vous souscrivez à cette idée ? Et dans tous les cas, quels sont les grands récits que vous concevez qui domineraient notre société ? Concernant le récit du festival, je pense qu'il y a que ça qui peut fonctionner. Ou quelque chose d'un peu plus extrême, c'est que chaque personne sur la Terre soit impactée d'une manière ou d'une autre par le changement climatique et prenne conscience forcément. Parce que dès qu'on est impacté, on veut changer les choses. Mais voilà, ça risque d'être un peu plus compliqué, sachant que les États en développement sont les impactés et c'est ceux qui ont le moins d'impact sur le climat. Je dirais que forcément, pour avoir un changement de récit, il faut passer par la sensibilisation, parce que c'est par le changement de mentalité qui, sur le long terme, on arrive à avoir un changement de mentalité sur les générations qui viennent, et donc un changement de pratique, et donc c'est un changement en profondeur qu'il nous faut, et donc ça correspond bien à ça. Mais il y a aussi le côté où parfois le changement il doit être amené d'une manière plus forte. Et donc par des mobilisations de terrain, la désobéissance civile, il y a plein d'actions à mener qui sont aussi nécessaires. Donc je dirais en conjuguant ces deux choses-là. Et surtout, il faut arrêter, on va dire, de voir l'environnement comme quelque chose qui est extérieur à l'humain et de le traiter vraiment de manière en conjonction avec les autres enjeux, que ce soit sociaux, que ce soit économiques. Parce que on n'a pas fait ça et ça nous a mené à un gros déséquilibre qu'aujourd'hui on paye très fort. Est-ce que, selon vous, ces mouvements plus forts, la désobéissance civile des activistes, là on a vu récemment dans les méga-bassines de nouvelles formes d'activisme aussi, est-ce que ça contribue à créer de nouveaux récits sur en fait, nos sociétés, sur la façon dont on peut vivre en commun ? Est-ce que pour vous ça participe à ça ou est-ce qu'on reste encore dans juste remettre en question le récit actuel sans forcément proposer d'alternatives ? Je pense que la remise en question, on l'a faite, elle est bien en cours et elle est bien... même ceux qui ne sont pas sensibles à l'environnement, ils sont au courant. C'est quand même quelque chose de connu que ce système-là, il y a beaucoup de personnes qui le critiquent, notamment chez les jeunes. Donc après, je pense qu'il faut toujours être ouvert aux nouvelles manières de faire les choses, aux nouvelles manières de faire de l'activisme, comme aux nouvelles manières de faire de la politique, parce que je pense que les deux sont très liés. Et que justement, il faut que des nouveaux modèles, je pense qu'il y en a beaucoup qui existent, mais qu'après, c'est une question de volonté politique, une question de possibilité, et que c'est pas seulement lié à la volonté de la société civile, mais c'est aussi très lié à la volonté politique. Et donc je pense qu'il faut être ouvert à toutes les suggestions. Sans nécessairement que ce soit dans l'extrême violence. Parce que dès que ça tombe dans la violence, je trouve que le message, il passe quasiment plus du tout. Et même les médias, ils parlent que de la violence et plus du message porté. Donc il faut trouver un équilibre entre ces deux choses. Comment, selon vous, SONU, votre association, est-ce qu'elle parvient à, elle aussi, participer à la création de nouveaux récits, de nouvelles formes de vivre ensemble, de nouvelles formes de vivre en commun ? Étant donné qu'on participe à faire de la sensibilisation, dans ce sens, oui, complètement. Et je pense que du fait qu'on est une association étudiante, le milieu étudiant, c'est là où il y a aussi où on a beaucoup d'idées de nouveautés, d'idées de repenser le monde. Donc je pense qu'à partir du moment, peu importe si l'association est dans le milieu étudiant et qu'elle est engagée sur ces questions-là, il y a forcément des innovations qui vont se faire et qui vont participer à réécrire ces récits. Et puis on a cette chance d'avoir plusieurs antennes et pôles qui sont transversales, donc les récits sont encore plus facilement écrivables. Donc c'est vrai que je pense que SONU il participe énormément à la rédaction de nouveaux récits. On a évoqué tout à l'heure les personnalités ou des actions, justement. Et moi, ma question, c'était, est-ce qu'il y a une action dans le domaine de l'écologie, plus ou moins récemment, qui vous a marqué et que vous aimeriez partager ? Moi, je dirais que l'action dernièrement qui m'a marquée, c'est ces dernières rénovations. C'est l'association qui s'est collée aux œuvres d'art ou qui a lancé de la peinture dessus. Beaucoup de gens ont décrié cette action parce que, soi-disant, ça abîme les œuvres d'art, etc. Sauf que quand on apprend mieux à comprendre cette action, ça abîme pas du tout les œuvres d'art. Et au contraire, je trouve que ça porte un message sans nécessairement embêter des personnes comme ça a été fait pour les actions sur le périph', où là, ça a embêté des gens et pas nécessairement les politiques, alors que sur les œuvres d'art,
forcément, je trouve que ça touche les bonnes personnes parce que ça engage les fonds publics, donc directement les dirigeants. Et ça fait passer un message dans le sens où, vous voyez, on a abîmé ce qui est beau culturellement. Et c'est pareil pour la nature. Donc moi, je trouve que cette action m'a particulièrement touchée. Je suis d'accord par rapport à vis-à-vis de cette action. C'est vrai qu'elle a été, je trouvais très intéressante aussi. Après, il y a toutes les campagnes, souvent pendant les soldes, de plusieurs associations qui viennent dans les grands magasins comme les Zara, les H&M, et qui collent directement sur les étiquettes des choses sur sur les étiquettes, d'autres étiquettes qui disent moins 50% sur le prix d'une vie. Et je trouve que c'est bien parce que c'est un peu des actions, on va dire, compte-point ou très temporaires et qui sont très... qui permettent de rappeler aux gens qui consomment dans ces enseignes-là, même si c'est pas pour faire culpabiliser, parce que voilà, chacun fait comme en fonction de sa conscience et en fonction de ses moyens. Mais je trouve que c'est toujours bien de faire un rappel directement là où les gens vont pour rappeler tout ça. Il y a aussi des activistes qui ont empêché l'Assemblée Générale de chez Total. Et là, je trouve ça très intéressant et même plus utile parce qu'on vient directement là où il y a un gros problème. Parce que c'est pas un manque de moyens, mais c'est juste un manque de volonté. Et voilà. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir participé à ce podcast. Merci à vous de nous avoir invités. Oui, merci beaucoup.